Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Florian qui est éleveur propriétaire et qui va nous parler un petit peu de sa vision des choses. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt un jeune éleveur qui s'est lancé il y a quelques années. Il va nous parler de son parcours, sachant qu'il n'a pas forcément de famille dans le milieu et il va nous dire comment il en est venu à avoir des chevaux et à être éleveur. Avant ça, Florian, je te laisse te présenter. Bonjour Johan, mais merci pour l'invitation déjà. Et ouais, du coup, moi Florian Guillet, donc j'ai 30 ans. Et du coup, j'ai quelques chevaux et un élevage depuis quelques années. Mais bon, là, peut-être pour détailler un peu mon histoire avec les chevaux et le monde des courses, on peut peut-être remonter un peu plus en arrière. Tu m'arrêteras et tu me reposeras les questions pour rentrer plus dans les détails si besoin. Mais c'est plus dans ma jeunesse, on va dire vers 5-6 ans, j'ai été sur les hippodromes, du coup avec mon oncle, et comme tu disais, ma famille n'est pas forcément dans le monde des chevaux, mais mon oncle qui était parieur. Du coup, c'est comme ça que j'ai découvert un peu les courses en allant avec lui sur les hippodromes, en pariant un petit peu au début, en s'intéressant aux courses de cette façon-là. Et puis petit à petit, je me suis passionné, hein, enfin, même pratiquement dès le début, en allant pratiquement tous les dimanches, bon, surtout sur les hippodromes, du coup en Bretagne, donc j'étais dans le Morbihan, dans ma jeunesse. Et donc il y a beaucoup d'hippodromes dans le coin, mais des petits hippodromes entre guillemets, voilà, avec des réunions mixtes, attelées, enfin trop attelés, plats, steeple aussi. Donc ça m'a permis de découvrir un peu toutes les disciplines. Et puis au fil du temps, l'idée de rencontrer des personnes sur les hippodromes, de connaître un peu de plus en plus le milieu, donc ça a permis de s'imprégner un peu plus. Et avec mon oncle, du coup, ça a été des investissements dans des parts de chevaux en location à la base. Un peu comme ça qu'on est rentré dans le milieu. Et du coup, petit à petit, moi de plus en plus passionné, et avec le côté élevage, c'est un peu ça qui m'a attiré. Mais bon, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille pas dans le monde des courses directement. C'est que du coup, j'ai aussi mon emploi à côté, du coup, dans les statistiques. Je suis indépendant, je fais de l'analyse de données. Donc, et aussi des cours, des formations dans différentes écoles dans ce domaine-là. Mais le côté indépendant, ça me laisse aussi le temps pour s'impliquer un peu plus dans les chevaux. Et donc, voilà, le côté élevage, on avait investi au départ dans des parts d'étalons, puis dans des juments. Donc, finalement, on a créé une structure avec mon oncle et aussi avec mon père, donc structure familiale, donc l'écurie Guillet, du coup, finalement. Et, euh, et du coup, voilà, l'idée, c'est d'avoir des juments, d'avoir nos parts d'étalons, pouvoir faire l'élevage. Du coup, on fait en association dans le Morbihan euh, avec un éleveur. Et après, l'idée d'avoir les poulains qui vont à l'entraînement et d'avoir vraiment un cycle avec des bourrages, entraîneurs, un peu toutes les étapes de la vie du cheval. Et aussi, l'idée, parce que voilà, il y a le coût financier après sur les chevaux, de s'associer, d'avoir des porteurs de parts sur nos chevaux pour être à plusieurs, et aussi partager les bons moments, on va dire, bon, les mauvais aussi, mais partager la passion pour les courses avec des personnes qui peuvent s'intéresser. Donc un peu l'idée générale. Voilà, je suis peut-être un peu long, mais je sais pas si c'est clair, ou s'il y a des questions, s'il y a des choses que j'ai Non, peut-être pas dites. tu as parlé de ton métier dans les analyses, c'est ça? Enfin, tu es analyste. Du coup, une petite question qui me vient là, est-ce que ça peut aider, est-ce que ça aide d'être un peu dans la point de vue un peu plus scientifique dans la vie de tous les jours pour faire de l'élevage? Sur le côté élevage, oui et non, parce que on pourrait dire que voilà, l'élevage, c'est pas une science exacte, hein, et il y a tellement de paramètres et de choses qui rentrent en compte. Mais ce pourquoi, en tout cas, j'essaye de le prendre en compte, c'est de m'aider un petit peu, c'est sur les étalons, d'essayer de regarder un petit peu les performances des étalons, éventuellement les croisements qui ont pu marcher. Donc
Je sais pas si bon, tu dois connaître, mais le site Trop Pédigré avec toutes les statistiques, bah, même sur le site du Trop maintenant, je crois qu'il y a toutes les statistiques aussi, mais sur les étalons, voilà, les pourcentages de qualifiés, bon, voilà, voir les chevaux enfin, les étalons qui ont un peu plus de réussite que les autres, c'est, on peut s'aider un peu, mais après, voilà, il y a aussi dans l'élevage peut-être des affinités particulières, et puis après, tellement de paramètres qui rentrent en compte que, voilà, comme je disais, c'est pas une science exacte, quoi. Ouais, et puis du coup j'en profite, mais c'est sûr que Trop Pédigré, alors c'est un site internet hein, qui permet de voir les réussites et notamment ce qui est intéressant, parce que là c'est bientôt la période des ventes de yearling, de voir les réussites avec Père de Mère et de voir les associations qui ont déjà fait leurs preuves, on va dire, d'un point de vue pédigré et génétique. Et c'est sûr que c'est intéressant et je vous invite à aller voir du coup ce site Trop Pédigré. Petite question, est-ce que tu peux nous parler de tes premiers achats en location que tu as fait avec ton oncle? Ouais, bah du coup, c'était, ça remonte un petit peu, hein, c'était dans les, ouais, début des années 2010, du coup. Ouais, j'avais 15-16 ans, moi, à peu près. Et bah, du coup, c'était vraiment c'était plus des jeunes chevaux, parce que des fois, il y a des personnes qui investissent dans des chevaux à réclamer, ouais, des choses comme ça. Mais lui, ça avait plus été des jeunes chevaux. Il y en avait des fois qualifiés ou pas qualifiés, et justement des yearlings, quoi, pas qualifiés. Là, il y a eu une réussite, on va dire, plutôt mauvaise. C'est un peu compliqué. Mais un un des premiers chevaux qu'il a eu, mon oncle, c'était Alex Bazogien. C'était dans la génération des A. Il était à l'entraînement chez Guillaume Lisée. Et donc, c'est un cheval qui avait gagné deux courses PMU à 4 ans. Après, il avait eu quelques problèmes de pattes. Donc, c'était un cheval qui avait un peu de qualité, mais finalement, il n'a pas fait une grande carrière de par ses petits soucis. Mais du coup, ça avait été les premières victoires plaisantes, parce qu'il gagnait quand même des courses PMU. Donc, c'était sympa, des bons moments et qui donnaient envie de continuer l'aventure. Et après, bon, comme disait, d'autres chevaux où ça s'est un peu moins bien passé, notamment parce que c'était des yearlings, quoi, c'est des investissements plutôt moins onéreux et plus accessibles avec des chevaux en location, du coup, comme ça, sans frais après, mais avec moins de réussite, quoi. D'accord. Le- donc Alex Bamosien, c'est ça? Bazogien. Il, et vous aviez, alors vous t'étais associé avec ton oncle et vous aviez tout le cheval ou une partie? Non, 25%. Il y avait une autre personne associée avec nous, 25%. Philippe Dibou, qui avait aussi plusieurs chevaux, qui était ouais, quelqu'un avec qui on allait souvent en course et qui est du Morbihan aussi. Et après, Guillaume Lisée, l'entraîneur, il avait 25% et une quatrième personne. Donc c'était le partage. D'accord. Et après, du coup, t'es parti dans l'élevage. C'était en quelle année ça? Bah, finalement, l'élevage, ça a commencé plutôt par les parts d'étalons, un peu avant que les juments. Et c'était vers 2015, les parts d'étalons. Donc sur les premières années, on n'avait pas de juments. Donc bah, l'idée sur ces premières années, ça a été de vendre les saillies à à des éleveurs. Je sais pas d'ailleurs si tu veux parler un peu du concept des parts d'étalons, un peu comment ça marche, si tu en as déjà parlé ou si c'est assez clair. Si j'ai dû en parler dans des vidéos, mais tu peux réexpliquer, pas de Ouais. problème. Ouais, bah, comme les parts d'étalons, voilà, les étalons, ils peuvent avoir 100 saillies tous les ans. Bah, du coup, il y a des parts de 1%, voilà, entre guillemets, de l'étalon qui donnent droit à une saillie tous les ans. Donc, comme ça, nous, c'est comme ça, on a acheté, on avait plusieurs étalons au départ. Et du coup, une saillie tous les ans de chaque étalon. Les premières années, on a plutôt vendu les saillies. Et du coup, après, bah, les investissements sur les juments, l'idée, c'était justement d'avoir des juments qui conviennent bien aussi avec les étalons, notamment Scipion du Coutier qu'on a comme étalon.
et pour avoir l'idée de ne pas avoir de frais supplémentaires, d'aller acheter des saillies spécifiques, donc pour pouvoir utiliser sur nos juments et ainsi avoir les produits. Du coup, la première jument qu'on a eue, c'était en 2019, si je me trompe pas, avec la première naissance du coup en 2020. Et puis après, deux naissances en 2021 et, et on a eu trois naissances en 2023 et une naissance cette année du coup. L'idée, euh, l'idée c'est de mettre qu'une année sur deux les juments à la reproduction. Et quelle est la raison principale pour mettre une année sur deux les poulinières à la production? Ouais, il y a un peu plusieurs raisons en soi. Déjà, une des raisons, ça peut être le fait qu'on soit en Bretagne, du coup, plus loin des étalons et voilà, avoir la route à faire, d'amener les juments aux étalons. Donc en fait, quand les juments elles vont à l'étalon, on les laisse du coup dans des haras proches des étalons, parce que s'il y a besoin de retourner plusieurs fois, plutôt que de faire la route à chaque fois pour aller à l'étalon, et sachant que du coup il faut être sur des créneaux aussi assez courts pour aller à la saillie selon les le suivi gynécologique. Donc c'est plus facile de les laisser sur place. Et donc finalement, vu qu'il y a 11 mois de gestation, quand le poulain il naît, sur l'année où le poulain il vient de naître, ce serait difficile un petit peu de laisser les poulains sur place avec les juments pour qu'elles aillent aux étalons. Et puis du coup, ça permet aussi aux juments de pouvoir bien élever son poulain. Donc souvent les poulains ils sont sevrés vers l'âge de 6 mois, mais nous ça nous permet de les laisser un peu plus longtemps. Et puis comme ça, d'avoir un poulain tous les 2 ans, la jument elle est ça lui permet aussi d'être un peu plus tranquille entre guillemets. Et notre objectif c'est de pas être en surnombre non plus, d'avoir trop de poulains. Donc comme ça toutes ces raisons-là font qu'on on a pris cette décision. Je t'ai pas posé la question avant, mais enfin, avec ton oncle, hein, je dis t'es, mais t'es éleveur hors sol ou t'as des champs et tu élèves toi-même les poulains et les poulinières. Du coup, non, justement, ils sont pas chez nous, les juments. Mais après, là, on a récupéré des terres agricoles que mon père et mon oncle avaient, mais qui étaient exploitées par des agriculteurs. Du coup, là, on a récupéré les terres, on a quelques chevaux dedans, mais pas encore les juments. Voilà, c'est aussi une organisation à avoir pour le côté poulinage. Voilà. Il faut avoir les infrastructures pour que tout se passe bien. Donc, on a des terres, mais on fait pas l'élevage directement, en tout cas en intégralité. C'est pas en prévision pour le moment. Tu le, f- tu le fais chez qui ton élevage? Du coup, l'élevage, c'est Alain Pierre, c'est du côté de Pontivy. Je sais pas si ça parle, c'est dans le Morbihan, le centre Bretagne vraiment. Et donc, lui, il a sa structure, il a quelques juments, d'autres propriétaires aussi. Donc, c'est une petite structure, il y a une petite dizaine de juments, donc avec 4-5 naissances tous les ans. D'accord. Et, et du coup, il me semble que tu as quatre poulinières, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes poulinières et puis de ce qu'elles ont produit, d'où est-ce qu'elles viennent? Ouais, ok. Mais du coup, la première jument qu'on avait eue, elle s'appelle Ducia Dumont. Donc c'était une jument justement que je connaissais de par les personnes qui l'avaient en propriété et du coup c'était une jument qui a pas fait de carrière, donc elle était destinée, enfin elle a été qualifiée et elle avait pas fait de performance et elle avait un peu de vitesse mais elle manquait de dureté, donc elle avait couru que quelques fois mais sans faire de performance. Et j'aimais bien son pédigré qui remontait à la souche de Topaz d'Ombré qui était une jument classique. Il y a quelques années, ça remonte, mais c'était un pedigree que j'aimais bien et je voulais justement la mettre à des étalons avec de la dureté et du coup le côté Jacques de Bellouet moi m'intéressait. J'étais assez fan de ce cheval quand il courait justement quand j'étais jeune. C'était un des premiers chevaux que j'ai suivi et dont j'étais particulièrement fan. C'était le Et crack des cracks.
Ouais, c'est ça, trop attelé et trop monté. Ouais. Mais du coup, malheureusement, il était un peu en fin de carrière des talons avec des problèmes de fertilité, justement à l'époque où la jument devait aller à la saillie. Et du coup, je m'étais dit, bon, je vais prendre un fils de Jacques de Bellouet. Et ça a été Vitel de Brévol. Donc, bon, c'est pas les talons qui a la meilleure des réussites, justement. Mais bon, c'était plutôt un jeune étalon à ce moment-là. Du coup, il y avait un peu un manque de recul. Et, mais bon, sur ses performances en course, je m'étais dit, voilà, il peut apporter justement de la dureté, ce qui manquait un peu à la jument. Mais voilà, on a eu une pouliche, Kolkata, du coup, qui ressemble beaucoup à sa mère. Plutôt beaucoup de vitesse, elle est super ralentie comme pouliche, mais elle manque un peu de dureté. Du coup, là, elle a couru quelques courses, elle vient de finir deuxième dimanche, là, Ah bien. à Mansle. Ouais, une bonne perf, du coup, bon, dans des petites catégories, là, mais c'était une course pour elle, 2100 mètres, puis corde à gauche. Elle va mieux corde à gauche que corde à droite. Mais voilà, faut qu'elle arrive à aller sur un peu plus long pour pouvoir faire quelques performances et continuer sa carrière, quoi. Et du coup, là, la jument, elle a eu un poulain, un mâle cette année par Cyprien Dugoutier. Justement, c'est le seul étalon, du coup, il nous reste des parts maintenant. Mais voilà, un petit mâle alezan. Donc j'espère que lui, il aura un peu plus de dureté, un peu plus le côté du père pour, pour faire une meilleure carrière, on l'espère. Et du coup, sur les autres juments, il y a la deuxième jument qu'on a eue, c'est Gold Querfol. Donc un peu le même profil, je dirais, que Lucia Dumont. C'est une fille de brillantissime. Et du coup, je cherchais un peu ce courant de sang, le côté Rédicache, mais pour mettre justement avec Scipion Dugoutier. Je voulais faire un croisement un peu comme ça. Du coup, on l'a acquis en 2021, la jument. Et, euh, et du coup, une jument avec un peu de vitesse, le côté Rédicage pour avoir un peu de sang, pour contrebalancer un peu avec les qualités de Scipion Dugoutier. Et puis j'aimais bien du coup son pédigré maternel. Il y avait quand même pas mal de chevaux de course, pas forcément des champions, mais des chevaux qui font une bonne carrière, qui prennent des gains et qui se qualifient. Donc par contre, elle n'était pas qualifiée. Du coup, on l'a achetée vraiment en début de 4 ans. Et son entraîneur, elle était chez Joris Filograsso. Elle m'avait dit qu'elle avait des qualités, beaucoup de vitesse, mais qu'elle était compliquée, notamment au niveau du départ. Il avait pas réussi à la qualifier justement pour ça. Il avait du mal à prendre les départs. Donc voilà, moi je m'étais dit c'est un bon papier pour l'élevage. Et puis le croisement avec Scipion Dugoutier, du coup que j'ai reproduit trois fois. Là c'est la troisième fois là cette année. Elle devrait avoir un poulain l'année prochaine, mais elle a eu du coup Lagos non, en 2021. Il me semble il a 3 ans Lagos. Et puis elle a eu Nara, du coup une femelle l'année dernière de Scipion Dugoutier. Et donc le premier poulain Lagos il est qualifié. Et donc je pense que c'est un poulain qui a un peu de potentiel. Il ressemble plutôt à son père, quoi, à Scipion Dugoutier. Cheval pas forcément précoce et où il y a un peu de réglage à faire, mais il y a du potentiel. Donc j'espère qu'il va prendre ça du bon côté. Et puis ce sera peut-être plus pour l'année prochaine, quoi. Puis même avoir au trop monté après, je pense que c'est un cheval qui a de la force, donc il sera, je pense, plus à l'aise au trop monté qu'au trop attelé. On va regarder ça bientôt. Ouais, c'est ça. Mais il a débuté, il a fini septième. Il a débuté, mais il avait fait une faute dans le premier virage. Il s'est retrouvé loin du peloton et un peu par chance, il y a eu plusieurs disqualifiés. Il a pris un choc. Bon, voilà. On espère un peu mieux sur les prochaines courses. Il a une prochaine course quand? Peut-être dans le week-end là ou la semaine prochaine, mais ça dépend un peu des engagés là, dans les courses de poulain, il y a beaucoup d'engagés, donc avec les éliminés, vu qu'il a pas trop de gains. On avait engagé la semaine dernière à Chinon, mais il a été éliminé, donc il est un peu dépendant de ça. Donc voilà, on va essayer aussi de lui trouver une course où il y a des bonnes conditions, voilà, un hippodrome qui peut lui convenir. Donc, à voir, on ne sait pas encore. Et puis sur les autres juments, du coup, c'est de la même famille. C'est Red Bell.
du coup, qui est bien connue parce que c'est la mère de Clean Game. Ouais. Et du coup, une de ses filles, Increase. Clean Game qui était un crack, hein, je le précise, mais qui a fait une carrière extraordinaire chez Jean-Michel Bazir et qui a eu, je crois qu'il devait avoir plus d'un million, c'est quasi sûr, mais Ouais, peut-être pas loin de deux, non? pas loin de deux même, ouais, c'est ça. C'est ça, bon, il était hongre, donc on n'a jamais pu le voir dans les plus grandes courses en France, mais ouais, c'est une sacrée carrière et donc les juments, c'était une histoire avec Monsieur Beaumont, donc, qui était l'éleveur de Clean Game et qui avait Red Bell et une crise avant. Donc c'est un monsieur qui était malade d'un cancer et donc il n'avait pas de suite dans sa famille pour reprendre en fait, l'activité d'élevage derrière lui. Et du coup, c'est un peu comme ça qu'on a été en lien avec sa famille pour pouvoir racheter les juments et puis après exploiter les juments. Et en fait, malheureusement, on avait une sœur de Red Bell qui s'appelle Erémie et qu'on avait aussi à l'élevage, mais qui est morte après un poulinage qui s'est mal passé du coup en 2022. Donc malheureusement on avait perdu la jument. C'est aussi je pense les malheurs de l'élevage, c'est les chevaux, c'est aussi ça. Hein. L'élevage, il y a des bons côtés, mais il y a des mauvais côtés. C'est assez compliqué. Et des fois, les chevaux, c'est assez fragile. Le moment du poulinage est assez complexe. Donc, c'est aussi ça, la vie d'éleveur, on va dire. Et du coup, Increase, qui est une fille de Red Bell, donc une sœur de Clean Game finalement, et qui, elle, n'a jamais pu être en compétition parce qu'elle avait été blessée avant des ventes aux enchères, justement un peu au même moment là où on est aujourd'hui. Elle devait passer aux ventes aux enchères à Deauville pour les ventes de yearling, et du coup elle avait été blessée lors de la préparation aux ventes, et elle a quand même pu être opérée, et là elle peut quand même être poulinière, mais elle a jamais été débourrée et elle a jamais été à l'entraînement. Donc elle a eu une crise, elle a eu sa première pouliche parce que c'était une femelle l'année dernière, donc une femelle de Scipion du Goutier aussi. Et là, à nouveau pour l'année prochaine, normalement un poulain ou une pouliche de Scipion du Goutier. Et puis Red Bell, du coup, comme tu disais, Clean Game, mais elle a aussi une femelle King Game qui, bah, que, qui avait été élevée par Monsieur Beaumont et qui est maintenant chez Jean-Philippe Monclin à l'entraînement, qui performe bien en ce moment. Donc c'est assez intéressant pour nous pour valoriser les produits. Et du coup, dans les poulains qu'on a, nous on a eu un L avec Red Bell, donc les Verkusen, un Scipion du Goutier, mais compliqué. Euh, il a du moteur, mais il a pas de vitesse, il fait des fautes, un peu comme toute la famille finalement, mais encore plus marqué. Donc on espère le qualifier, mais c'est pas un cheval précoce en tout cas. D'accord. Et puis après dans les jeunes, du coup Nemiriv, qui est un fils de Brillantissime, donc un yearling à l'heure actuelle, donc bientôt le début de l'entraînement. Et, d'accord. Et tes poulains là, tu as parlé de vente, tu as parlé de les garder, c'est les tiens. C'est quoi ta politique sur l'exploitation de tes poulains? Tu es plutôt dans la vente, de garder ce qui se vend pas ou pas forcément? Bah, mon idée initiale, c'était de s'associer et de vendre des parts. Justement, un peu l'idée, comme nous on a eu au départ, l'acquisition de parts de chevaux en location sans frais. Mon idée, c'était de partager ça avec des personnes plus ou moins néophytes dans le monde des chevaux et qui peuvent justement acquérir des petites parts à un petit pourcentage comme ça en location sans frais, et puis s'intéresser et puis expliquer un peu tout ce qui se passe et que les personnes comprennent et qu'ils puissent vraiment s'intéresser, s'impliquer, et puis si l'aventure se passe bien, se projeter au-delà et potentiellement investir dans d'autres parts de chevaux.
Mais c'est un peu compliqué. Il faut avoir des résultats, et peut-être avoir un peu plus de visibilité. Donc c'est c'était mon idée. Après là, j'ai des chevaux qui sont aussi, on va dire, avec des pédigrés un peu différents et des valeurs un peu différentes. Donc je remets un peu ça en question, mais à voir pour les prochains poulains. Ouais, après nous euh, moi c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. C'est aussi pour ça que moi là récemment je m'associe avec d'autres personnes, notamment avec Parts, qui proposent aussi des pourcentages comme ça. Et c'est vrai que c'est intéressant pour mettre un premier pas là-dedans, de voilà d'investir, on va dire investir c'est un grand mot, mais d'acheter à faible pourcentage en se faisant plaisir, sans se ruiner et c'est c'est le meilleur moyen d'apprendre et de rencontrer d'autres personnes. Voilà. Je suis complètement d'accord avec ça et je t'encourage à continuer là-dedans. Je pense que le monde du trou manque un peu de ça malheureusement, mais je pense que c'est ce qui se développe de plus en plus. Donc c'est des bonnes choses. Et d'ailleurs, on a parlé de l'endroit où tu faisais naître. Euh, Là, pour l'instant, tu travailles avec qui comme entraîneur? Bah, du coup, principalement, là, les chevaux, ils sont au même endroit, donc avec Jean-Marie Le Cerf et son frère Sébastien. Donc, ils sont sur le même centre d'entraînement en fait, qu'occupait leur père, Étienne. C'est ceux qui élèvent, c'est ça? Non, 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 c'est différent. D'accord. Ouais, c'est totalement indépendant, les deux. Et, euh, et du coup, c'est parce que, comme je disais, c'était en Bretagne, dans le Morbihan. Moi, comme j'habite sur Rennes, c'est plus proche de Rennes, l'entraînement. Et donc, moi, je suis pas loin. Et comme j'aime bien aller voir les chevaux et aller le plus souvent possible, ça me permet d'y être et puis de les voir évoluer. Mais après, euh, après, bah voilà, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de chevaux, donc pour s'en occuper et on va dire le bien-être un peu des chevaux, je pense qu'ils sont mieux que quand c'est dans des grandes écuries avec beaucoup de chevaux et que il n'y a pas forcément beaucoup de temps pour s'occuper de chaque cheval. C'est un peu ça que j'aime bien, donc ça ça me permet d'aller les voir, mais j'aime aussi ce côté-là, donc c'est pour ça qu'ils sont là-bas. T'as, actuellement, t'as combien à peu près de poulains de ton élevage, que tu sois propriétaire ou quoi, que t'as fait naître et qui sont en course? Bah, du coup, de ceux qu'on a fait naître, bah, il y a Kolkata là, qui Mhm. court, Lagos qui a couru sa première course, donc on a Leverkusen qui n'est pas qualifié, et puis là, du coup, dans les N, les jeunes qui vont commencer l'entraînement ou qui sont pas encore en course. Et donc il y en a trois qui vont bientôt commencer l'entraînement. Et, et sur ces chevaux-là, tu vends encore des pourcentages ou t'es encore vendeur ou pas forcément? Bah, du coup, sur mes trois jeunes, bah, l'idée, comme il y avait deux femelles, mon objectif c'est plutôt de les garder pour la reproduction derrière. Bon, mon objectif c'est pas d'avoir beaucoup de juments, mais du coup, vu que j'ai certaines juments qui sont plutôt âgées ou qui vont pas forcément continuer la reproduction pendant plusieurs années, mon objectif c'est plutôt de me concentrer avec ces deux jeunes juments qui arriveront à la reproduction dans plusieurs années, mais pour le futur de les conserver. Donc le mâle Némirive, bah, l'idée c'est plutôt de vendre des parts, de trouver voilà des personnes qui sont intéressées par le projet, mais ce qui m'intéresse voilà c'est plus le projet sportif, de d'arriver à trouver des avantages pour tout le monde pour que le poulain après il ait le meilleur projet sportif possible quoi. Donc c'est plus lui qui serait à vendre entre guillemets à l'avenir quoi. Et
on parle un peu de ton projet. Est-ce que tu as un projet à moyen ou à long terme vis-à-vis de ton élevage, de tes couleurs, de tes chevaux? Hum, dans le côté élevage, comme je disais, j'ai pas envie d'avoir beaucoup de juments, voilà, de se limiter à quelques chevaux. Moi, je pense que, enfin aussi un peu sur le monde du trot en général, je pense que parce que je préfère me focaliser sur quelques chevaux et de bien faire les choses et de s'en occuper le mieux possible. Après, n'importe quel niveau ils ont, hein, qu'un cheval il soit bon ou pas entre guillemets, mais voilà, de faire le maximum avec peu de chevaux plutôt que d'avoir trop de chevaux et de faire les choses moins bien entre guillemets. Donc, en ce qui concerne l'avancement comme ça de juments, voilà, pas forcément, plutôt de réduire, on va dire. Et puis après, c'est plus sur le côté, voilà, aussi mon côté scientifique un petit peu, mais plus sur le côté entraînement, voilà, le côté utilisation des données, essayer de maximiser le potentiel des chevaux un petit peu avec l'entraînement. C'est un petit peu plus ce côté-là sur lequel j'aimerais me concentrer un peu plus finalement que vraiment, on va dire, le côté élevage ou autre, quoi. D'accord. D'ailleurs, ça va peut-être faire le lien avec ma prochaine question, mais tu m'as fait part de d'autres idées que, on va dire, euh, purement techniques d'un point de vue chevaux et physiologie, mais d'autres idées pour améliorer en fait le quotidien des propriétaires et des éleveurs. Ça consiste à quoi ce que tu avais, enfin ton idée, elle consiste en quoi? Je sais plus exactement de quoi tu veux parler. Tu m'avais, on avait échangé sur le fait de faire une base de données en fait sur les étalons. Ah oui, ok. Ok, ok. Ouais, c'est que bah, c'était il y a plusieurs années, voilà, un peu une idée que j'avais eue, mais c'était voilà un peu sur le côté transaction finalement sur les chevaux de course. C'est pour des personnes qui sont peut-être un peu néophytes et qui n'ont pas l'habitude, ça peut être un milieu un peu inconnu, le monde des courses, et qui peut des fois paraître moins sécurisant entre guillemets en termes d'investissement financier. Et du coup, l'idée, bon, sur la vente de chevaux, c'est voilà, encore les chevaux, ils ont chacun leurs documents d'identité avec des cartes de propriété, voilà, qui sont gérées par l'Institut français du cheval et de l'équitation, donc un peu comme j'aime pas trop cette comparaison, mais pour que les gens comprennent peut-être l'idée de carte grise d'une voiture, voilà, il y a un peu tous les documents d'identité d'un cheval, même si j'aime pas cette comparaison, mais voilà, c'est quand même assez sécurisé et les transactions sont quand même suivies. Mais sur le côté part d'étalons, un petit peu, voilà, les étalons, comme je disais tout à l'heure, finalement, les étalons, quand ils sont admis à la reproduction, ils peuvent avoir 100 saillies tous les ans. Et donc, c'est quand même au niveau commercial des sommes qui peuvent être très importantes sur des étalons dont les saillies sont assez onéreuses. Et je trouve qu'il y a un peu moins de sécurité, entre guillemets, de transparence dans les transactions sur ce côté-là. Et du coup, l'idée que j'avais eue, c'était un peu l'idée de l'utilisation de la blockchain. On va peut-être pas trop s'épandre sur la technologie, mais voilà, c'est le côté cryptographique pour sécuriser les transactions et en fait s'assurer que voilà, quand on investit dans une saillie, dans une part d'étalon ou même dans un cheval, en fait qu'on est bien propriétaire de ce qu'on achète et voilà, peut-être amener un peu plus de transparence finalement dans un milieu qui peut peut-être des fois en manquer un petit peu, quoi. Ouais, et puis je trouve que c'est des bonnes idées, et puis c'est souvent des idées qui sont amenées par des gens un peu comme toi ou moi, mais qui sont à la base pas forcément dans le milieu et qui ont une autre aussi approche, qui se confrontent un peu plus facilement aux problèmes que peuvent avoir les néophytes. Et je trouve que c'est vraiment essentiel d'avoir cette approche-là pour faciliter, en fait, pour permettre aux gens plus facilement
de rentrer dans le milieu, de ne pas se confronter à des problématiques. Forcément, on parle des par des talons, donc pas acheter une part des talons qui n'existe pas. Voilà, tout ce genre de choses-là, je trouve que toute idée est bonne à prendre, et surtout si c'est pour sécuriser et rendre et permettre de la transparence dans le milieu. Donc, voilà, j'appuie et je trouve que les idées sont bonnes, que ce soit que ça vienne de toi ou de quelqu'un d'autre, et que si un jour ça se fait, peut-être que tu auras ta petite pierre à l'édifice et que tu auras permis à quelqu'un de le faire si ça ne se fait pas par toi. Mais en tout cas, Ouais, bah voilà, exactement. Hein, même si c'est quelqu'un d'autre, si c'est des choses voilà qui peuvent améliorer bah, tout l'environnement et la filière, c'est sûr que comme tu dis, tout est bon à prendre et voilà, évidemment, enfin comme tu dis aussi, quand on n'est pas forcément issu du milieu directement, on peut avoir un peu plus de recul et puis aussi de par ses expériences personnelles, professionnelles, peut-être bah, mettre en relation certaines choses qui font que qu'on peut améliorer la filière, quoi. j'ai j'ai découvert aussi quelque chose avec toi, c'est ta page Facebook. Qui, je vous invite en tout cas à aller suivre sa page, parce que c'est vraiment des informations qui sont intéressantes, et donc voilà, pour les passionnés de trotteurs, et je n'en doute pas que vous en êtes, je vous conseille d'aller voir sa page, enfin ses réseaux sociaux. Quelle est l'importance pour toi de partager justement sur les réseaux? Je veux préciser peut-être aussi que j'ai une personne avec moi en alternance qui fait une alternance dans la communication du sport. Et du coup, j'avais une autre personne avant, donc ça fait 3 ans qu'on a développé un petit peu ça. Et bah, l'idée, un peu par rapport à ta question, c'était bah, justement de le côté des personnes néophytes, bah, essayer d'apporter de l'information, de montrer que c'est un milieu plus accessible et bah, essayer de faire la passerelle un peu bah, entre des personnes qui connaissent pas le milieu et puis les professionnels du milieu qui sont peut-être un peu trop dedans et qui des fois n'ont pas forcément le temps à attribuer à des néophytes ou alors aussi les façons de communiquer qui sont différentes et donc bah, essayer de faire un peu la passerelle pour que les personnes puissent découvrir le milieu et après, bah, voilà, c'est ce que j'avais bien aimé aussi chez toi, de voir une nouvelle façon de communiquer avec tes vidéos et puis essayer de toucher des nouveaux publics. C'est un peu la même idée, voilà, avec différents formats et voilà, essayer de donner des informations. Après, ce que je trouve complexe, je sais pas ton ressenti, mais c'est vraiment quand les personnes sont très néophytes, bah, sans avoir le côté hippodrome, vraiment d'aller voir les courses. C'est peut-être un peu dur d'amener toute cette info. Bah, voilà, sans avoir vraiment le côté de présence physique avec les courses et la visualisation des chevaux et tout ce qui se passe, quoi. Ouais, pour moi, déjà, il faut toucher des gens qui sont passionnés, euh, parce que ben c'est toujours plus facile euh, si l'objectif est, et ben un jour leur faire, si c'est le leur bien sûr, mais de leur faire acheter un petit bout de cheval, et ben c'est toujours plus facile de parler avec des passionnés. On a à peu près le même langage. Et c'est toujours très compliqué de faire venir des gens qui ont pas l'habitude de venir, qui sont pas forcément plus passionnés. Dans ce cas-là, souvent, c'est un peu plus des aventuriers qu'autre chose, mais qui, qui ont le goût de l'aventure, qui goûtent un peu, et qui après, ben, restent pas forcément parce que c'est pas vraiment leur tasse de thé. Alors des fois, il y en a qui restent, mais au final, un peu, c'est plus facile de parler à des passionnés. Mais c'est pour ça que je vous invite, je sais que les gens qui me regardent, qui suivent la chaîne sont des passionnés, j'en pas une seconde. Donc suivez forcément ces réseaux, et voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé
pour des chevaux qui peut vendre un jour ou même maintenant, n'hésitez pas à le contacter en tout cas. Je vais faire un peu de pub. Merci pour la pub. Ah, tu m'en fais, donc je t'en fais. Et, et est-ce que toi, de ton côté, t'as quelque chose que tu veux dire en particulier ou pas, des remerciements, voilà. Juste, ouais, pour revenir un peu, je pensais à ce que tu disais juste avant là, euh, le côté passionné. Et moi, je trouvais en fait même pour répondre aussi à ta question un peu présente par rapport à l'idée de pourquoi un peu cette communication sur les réseaux sociaux. Alors, il y avait un côté un peu du coup d'information, euh, du coup de dire bah voilà, essayer d'informer un peu des néophytes et du coup justement des fois des passionnés qui s'y connaissent déjà, on va dire, ils peuvent me dire des fois c'est un peu trop simpliste entre guillemets les informations parce que justement l'idée c'est de pouvoir parler à des néophytes. Bon, après, l'idée, c'est aussi de donner de l'information à tout le monde, mais en premier, de toucher les néophytes. Et, euh, et du coup, moi, je vois un peu... Enfin, mon idée, un peu, ce serait de dire l'idée d'un... Un peu, je pense au club de foot, un petit peu, ou au club sportif en général. En fait, de voir l'idée des courses un petit peu, enfin, sous l'aspect sportif, et du coup, de se dire, bah, essayer de fédérer un peu les personnes, et pour moi, l'association sur les propriétaires, un peu l'idée de se dire, bah, un peu comme on supporte une équipe de foot ou un club sportif, l'idée d'avoir un projet sportif à plusieurs et d'essayer bah, que notre cheval il fasse les meilleures performances et de maximiser sa carrière et pas forcément voir ça. Je pense que tu l'as déjà dit aussi toi sur tes vidéos, mais de pas voir ça sous l'œil d'un investissement financier. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses de prime abord quoi. Après même si forcément le côté financier, bah, on a toujours un investissement financier donc c'est non négligeable, mais plutôt voir l'aspect sportif et l'aspect cheval dans un premier temps et si ça suit, forcément on passera des bons moments et le côté financier, bon, bah, il peut y avoir un retour sur investissement aussi. Mais ouais, c'est un peu plus comme ça que je vois les choses. Et donc dans le côté communication, se dire un peu plus, essayer d'avoir un aspect sportif et cheval de prime abord, mais c'est pas forcément évident, surtout quand on n'a pas forcément beaucoup de chevaux à courir et de grands résultats, on va dire, ou de victoires. C'est un peu plus difficile de communiquer, quoi. Une petite question pour rebondir sur ce que tu as dit, et puis pour un peu conclure, on va dire, la vidéo sur du positif. Mais comment tu te sens, toi, par exemple, le dimanche, Kolkata, qui a couru alors, comment tu te sens, toi, avant une course et pendant une course? Bah, pour revenir sur dimanche dernier, bah, c'était assez loin, donc il y avait plus de 4 5 heures de route, je sais plus, mais on est allé avec Jean-Marie, du coup, qui drivait la jument, qui l'entraîne, et mon oncle, on est allés tous les trois en camion, et du coup, c'est aussi malgré qu'il y ait beaucoup de routes, un bon moment, on va dire, voilà, un peu de réfléchir, voilà, comment ça va se passer, la course, les adversaires, et puis, bah, au moment du départ, forcément, un peu de stress. Voilà, on va dire, on sait pas du tout comment va se passer la course. Après, avec Kolkata, quand même, l'avantage, on va dire, c'est qu'elle fait jamais de faute. Elle va pas se mettre au galop. Du coup, avec certains chevaux, des fois, ça peut, comme Lagos, par exemple, on pourrait se dire, c'est un peu plus stressant sur le fait qu'il puisse partir au galop. Euh, quand on fait le déplacement avec que le cheval il part au galop, là, c'est assez frustrant. Voilà, après quand il y a la performance au bout, forcément, c'est satisfaisant. Et puis c'est plus facile de faire le retour. Ouais, je confirme. Je confirme. Et, et ouais, et je trouve que c'est vraiment des moments incroyables quand t'as ton cheval qui court. Alors, moi, je suis pas éleveur, j'ai pas ce truc-là. En plus, quand t'as élevé le cheval, je pense que c'est encore peut-être il y a peut-être encore un petit truc en plus.
Euh, mais ouais, moi je sais que les premières fois où j'ai eu mes chevaux qui couraient, enfin mon premier cheval qui courait, c'était limite si je pouvais pas endormir pendant les deux derniers jours d'avant, quoi. Il m'a bien fallu 6-7 courses pour passer une nuit une nuit sereine, tellement j'étais vraiment pas stressé, mais impatient. Enfin voilà, j'étais vraiment comme un gosse, et c'est vrai que ça fait des émotions qui sont incroyables, quoi. Ouais, Et c'est sûr. et même et je veux dire même maintenant, des années après mon premier achat, quand il y a un de mes chevaux qui court, quand il y a un de mes chevaux qui court, ça reste quand même très très fort. J'arrive à mieux dormir, mais mais je suis quand même très très on va dire excité, si c'est Ouais, c'est ça. Et puis, je pratique pas mal de sports, mais quand on pratique, on peut avoir un peu le stress de la compétition avant, mais pendant la compétition, bah voilà, on participe et du coup c'est plus facile. Alors que là, en tant que spectateur, bah finalement, on est vraiment spectateur et du coup c'est aussi stressant de voir comment ça va se passer et de ne pas être au feu de l'action, même si ce serait pas trop mon truc d'être driver. Je préfère, ça m'arrive de sortir des chevaux à l'entraînement, mais je préfère quand même regarder plutôt qu'être derrière. moi je compare souvent le ressenti à une phase de penalty pendant la Coupe du Monde, Désolé. c'est pour les footeux ou autres, ou j'en sais rien, mais je compare souvent que c'est même plus fort qu'une séance de penalty pendant une finale de Coupe du Monde. Donc voilà, c'est des moments qui sont quand même assez incroyables, qui sont très courts, très intenses. C'est quand même déconseillé au cardiaque, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Florian, mais Ouais, c'est clair. Mais faut- d'autant plus les premières courses, quand il y a un peu de pression aussi, que le cheval, bah voilà, il doit prendre des gains sur la première course, ça doit bien se passer, c'est d'autant plus stressant. toi, tu regardes comment tes chevaux que t'as vendus, dont t'es pas propriétaire, mais dont t'es éleveur. C'est la Bah, même émotion? pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ouais. Et tous les chevaux dont on est éleveur, bah, après, il y a des chevaux dont peut-être ceux qui regardent sur la fiche le trot de l'écurie, il y a des chevaux dont on est co-éleveur peut-être, mais c'est parce qu'on a des parts des talons et on a vendu des saillies et du coup, en contrepartie, on a eu un pourcentage sur la prime à l'éleveur, des choses comme ça, mais vraiment sur les chevaux à nous, on a fait naître et qui sont en course, on n'en a pas vendu, on a vendu des parts, mais on est toujours actionnaire quoi, sur les chevaux qu'on a fait naître. Donc pour l'instant, mais enfin voilà, comme tu disais tout à l'heure, je pense que le côté éleveur, bah, quand on fait naître directement le cheval, forcément on s'attache beaucoup plus à lui. Et même s'il est plus à nous sur le papier, je pense que quoi qu'il arrive, c'est toujours le nôtre. Quoi. C'est- Il y a toujours cet attachement quand même. Quoi. Je trouve que c'est un beau mot de la fin. Parfait alors. Je te remercie en tout cas, Florian, d'avoir pris du temps, de nous avoir expliqué un peu ton parcours. Ouais. J'espère que ça va inspirer de prochains propriétaires et éleveurs. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller suivre ces réseaux. Ils sont très très bien faits. Et voilà, je te remercie encore, Florian. Bah, merci à toi, merci pour le temps, la publicité aussi. Et puis, comme tu dis, j'espère que ça va donner envie. Bon, je sais pas si j'ai été clair et si la discussion plaira, mais voilà, si ça donne envie à certains, faut pas hésiter. Après, voilà, faut bien réfléchir et être bien accompagné aussi dans ses investissements, c'est le principal. Mais il y a des bons moments à vivre et des belles aventures. Après, comme on dit, il y a des chevaux qui ils vont pas tous réussir, mais voilà, faut se faire bien accompagner aussi, c'est important quoi. Je te, je te souhaite en tout cas une bonne réussite dans ton élevage, dans tes chevaux, dans tout, dans ta vie. Et puis je te remercie beaucoup.
Bah, merci beaucoup. Au revoir Florian. À bientôt. Ciao. Salut.